dans la paracha de Vayechi, toute attente. Il y a un sujet assez, puisque la paracha Vayechi, ça semble parler de la vie, puisque Vayechi. Pourtant, bon, on sent que le sujet, on va dire, central, c'est le décès de Yaakov, son enterrement. Mais la Torah ne nous relate pas uniquement son enterrement, elle nous explique tout d'abord, la Torah nous explique tout d'abord le souci que Yaakov avait par rapport à la difficulté de son enterrement. C'était compliqué son enterrement puisque il allait mourir en Égypte et devait se faire enterrer en Eretz Canaan. Donc on voit qu'il appelle d'abord Yosef pour, en tant que roi pour lui demander de ce service-là. Après, on voit qu'il tombe malade. Après, il tombe malade. Il appelle Yosef pour... Yosef est mis au courant, il vient. Il amène ses enfants pour recevoir la bracha. Il inverse les mains. Il inverse l'ordre de droit d'aînesse. Après, Yaakov, il donne sa bracha à chacun de ses fils. À la fin d'avoir donné la bracha de chacun de ses fils, il leur demande à eux aussi de se faire enterrer en Eretz Canaan. Étonnant qu'il a besoin de leur demander. Étonnant. Je pose une question, excuse-moi de vous interrompre en pleine cacahuète, mais je vous pose une question. Ouais, il y a donc, on voit que Yaakov nous demande d'être enterré dans le caveau des patriarches. D'accord, très bien. Ça commence par ça, la paracha avec Yosef. Après, il donne la bracha à ses enfants, et après, il bénit tous les autres enfants, pratiquement dans l'ordre de naissance, avec Binyamin en dernier, bien sûr. Et après avoir béni ses enfants, il dit voilà, et amenez-moi, enterrez-moi au caveau des patriarches, je leur demande, etc. Mais il a déjà demandé à Yosef. Il redemande à ses enfants. C'est intéressant. Et après, donc, il décède, juste après avoir fait ses brachot à ses enfants et avoir demandé d'être enterré en Eretz Canaan, il décède. Et après commence un autre épisode où on va l'enterrer. Mais avant qu'on l'enterre, donc Yosef doit demander la permission de l'enterrer en Eretz Canaan. Alors c'est intéressant parce que Yosef ne demande pas à Paro. Yosef ne demande pas à Paro de l'enterrer en Eretz Canaan. Il demande à la cour royale, il supplie la cour royale de mettre dans les oreilles de Paro ce message-là. Ça, c'est étonnant aussi. C'est quand même le Premier ministre, quoi. Il n'a pas besoin d'intermédiaire. C'est aussi intéressant. Et après qu'il reçoit, donc, Paro, il dit oui, j'accepte parce que ton père t'a fait jurer. Donc, on voit que Yaakov et Zéou Chacham, Aro et Tanala, ils savaient que sans le faire jurer, il y aurait un problème d'accomplir cette mission-là. Pas qu'il soupçonnait Yosef de ne pas le faire, mais il soupçonnait Paro de l'empêcher. Mais en bloquant son fils, en le faisant jurer, alors ça allait donner un peu plus de poids dans ses arguments face à Paro. Très bien, donc après que Paro accepte, il y a toute une délégation officielle commentée par Léon Zitroun, qui donc sort d'Eretz Mitzraïm et qui arrive en Eretz Canaan. Et ils ne prennent pas de raccourci. Parce qu'on voit qu'ils rencontrent toutes sortes de peuples que s'ils étaient passés directement de Mitzraïm en prenant le désert du Sinaï et ils seraient arrivés par le sud. Ils n'arrivent pas par le sud. Ouais. Ils n'arrivent pas par le sud. Donc, ils font tout un détour. Ils rencontrent des peuples qui voient le
la puissance de Yaakov, ils l'enterrent, ils repartent, et après être repartis, les frères de Yosef, ils ont peur. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? Maintenant qu'il n'y a plus papa, est-ce que ça ne va pas essayer de se venger? D'après Rachi, ils inventent une histoire que Yaakov leur ait dit de lui dire que non, ne leur en veut pas, etc. La Torah ne le dit pas, mais Rachi dit que c'est que mes Pnei Shalom, ils ont inventé cette histoire-là, et ils se jettent aux pieds de Yaakov, ils disent, voilà, on est tes esclaves, Yosef, on est tes esclaves. Il les rassure, ne vous inquiétez pas, Gamzou et Tova, ouais, c'était pour le bien, vous avez voulu faire le mal, Machem, il a fait ça pour le bien. Essayer de dire des propos qui les calment. La Torah ne dit pas quels sont ces propos. Les Mefarshim nous rapportent des Midrashim. Qu'est-ce qu'il a bien dit Yaakov, Yosef pour calmer ses frères? Et après, sur ce, il meurt. Il a 110 ans. Il a vu ses petits-enfants. Il les a élevés. Et il meurt à 110 ans. Et avant de mourir, il demande à ses frères de également l'enterrer en Israël. D'accord? C'est bon? On peut partir? On a fini la paracha? Alors, à certains points que j'aimerais revisiter avec vous, si possible. Déjà, quand la paracha commence, on voit donc que, comme je vous ai dit tout à l'heure, Yaakov demande à Yosef cette faveur de l'enterrer. Après avoir fait sa demande, Yosef accepte sans hésiter. Et après que Yaakov voit que Yosef est accepté, il y a marqué Vayomer, on est dans même Zaïd la Medalef, Vayomer, Ishavali, jure-le-moi, Vaishavalo, Yosef l'a juré, Vaishtahu Israël al Rosh Hamita. 47, 31. Veishtahu Israël al Rosh Hamita. Alors ce Ishtahu Israël al Rosh Hamita a fait couler beaucoup d'encre. Alors moi, comment j'aurais écrit le pasouk? Ouais. Si je voulais me tromper, mais être beaucoup plus narratif et clair, j'aurais dit Vaishtachave, pas Vaishtahu déjà. Ishtahu, ce pluriel. Mi Ishtachave. Qui c'est qui s'est prosterné? Hein? Yaakov s'est prosterné. Il s'est prosterné devant qui? Hein? Devant Yosef. C'est écrit Nissa, Nissa. Al Rosh Hamita est marqué. D'après toi, il aurait dû marquer Vaishtachave Israël el Hashem. Et d'après toi, il aurait marqué Vaishtachave Israël el Yosef. Ou Lifnei Yosef. D'accord? C'est écrit Nissa, Nissa. Vous êtes avec moi ou pas? Il y a marqué Al Rosh Hamita. La tête du lit. Tu t'es déjà prosterné à la tête du lit? C'est-à-dire, on ne verra pas ailleurs dans le Nar une expression pareille, ouais. C'était pas un minag qu'ils avaient. Un peu de patience. Je sais que ça fait 3 jours que tu n'as pas étudié, donc tu es en manque, mais. Tu enregistré, Léon. Vous comprenez la question ou pas? C'est-à-dire, on a tendance, nous, quand on lit la Torah, à tout de suite interpréter. Alors, celui qui n'a pas de connaissance midrashique, ben voilà, Yosef lui a accepté de lui rendre un tel service, alors il se prosterne devant lui. Comme ça, le cerveau normal, il fait preuve de subjectivité, il dit voilà, il s'est prosterné devant Yosef. Celui qui connaît des midrashim, non, il s'est prosterné devant Hachem. Mais c'est pas la page toute. Pourquoi se prosternerait devant Hachem? Ouais. Pourquoi je dis que c'est pas la page toute? Qu'est-ce qui me permet de dire que c'est pas la page toute?
c'est que... Esser. כן, בעזרת השם. רק אל תחליפו אותי. כן. טוב. Donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Pourquoi je dis que la page toute, c'est qu'il s'est prosterné devant Yosef? Pourquoi la page toute, c'est qu'il s'est prosterné devant Yosef? Non, la page toute, c'est pas devant Hachem. Je suis en train de dire qu'il s'est prosterné devant Yosef, c'est la page toute. Bah, parce que déjà, il va lui rendre un service, il est devant lui. Ouais. C'est bizarre, quoi, se procéder devant Hachem, le mec est en train de parler à... Déjà. Deuxièmement, c'est qu'on a vu plus haut dans la Torah, quand Avram Avinu, il a réussi à acquérir le caveau. Ouais. Alors, il s'est prosterné l'ifne bnechet. On voit que Yaakov, il s'est prosterné devant Esav. On voit que Eliezer, quand Bethuel a accepté de lui donner Rivka, s'est prosterné devant lui. Donc, on voit, quand on voit prosterner, c'est une expression qui nous traduit une forme de gratitude. Maman, je te remercie. Un peu, tu vois, comme les Japonais, tu vois, sur le tatami. Ils se remercient avant de prendre des coups. Hein, même après, celui qui est debout. Hein. Alors, veut rajouter, Raymond, notre maître tout-puissant, veut nous rajouter un élément que les Rishonim citent, le Risconi et d'autres, que par rapport au dilemme, par rapport à l'ambiguïté de ce verset, devant qui s'est prosterné, devant Yosef ou devant Hachem, puisqu'il est écrit ni l'un ni l'autre dans le verset, un des éléments qui vont en faveur de ce que j'appelle la lecture littérale, qui se prosterner devant Yosef sous forme de reconnaissance, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas vu le deuxième rêve de Yosef se matérialiser, se concrétiser. On voyait donc les étoiles, la lune, le soleil se prosterner devant lui. Et en l'occurrence, le soleil, c'était Yaakov. On n'a jamais vu Yaakov se prosterner devant lui. Donc, si on dit que Yaakov ici s'est prosterné devant la Shrina, alors il n'y aura jamais eu un événement, relaté tout au moins dans la Torah, où on voit que Yaakov s'est prosterné devant Yosef. D'accord? Donc, on attendait celui qui a un petit peu de mémoire et qui fait preuve d'esprit de synthèse, il attendait avec impatience. Mais quand est-ce que ce rêve-là va s'accomplir? Et voilà, le moment est arrivé. Donc, il y a différents éléments qui amènent le lecteur non averti à lire vite ce verset et dire il s'est prosterné devant Yosef. Parce qu'il se rappelle d'Abraham, il se rappelle de Eliezer, il se rappelle de trucs. Et puis là, Yosef vient de lui rendre un service. D'accord? Et on attend que le rêve s'accomplisse. C'est bon, ça, c'est les éléments qui vont dans ce sens-là. Alors, si c'est ça qui est écrit ici, pourquoi c'est marqué à la Rosh Hamita? Ouais? Pourquoi il y a marqué à la Rosh Hamita? Oui, c'est la tête du lit. Non, pas du tout. C'est vrai que quand quelqu'un il est mort de fatigue, Ani Chayav Mita, quelqu'un qui est mort de fatigue, Ani Chayav Mita, mais ça ne s'écrit pas pareil. Ouais? Ou Ani Chayav Karit. Il y a beaucoup de termes ambigus sur le sommeil. D'accord? Mais en français, on dit je suis mort de fatigue. T'as compris ou pas, Léon? Donc la question reste. C'est quoi Al Rosh Hamita? Alors les Pashtanim répondent. Le Rashbam dit tout simplement, c'est quoi le Rosh Hamita? Il s'est prosterné devant Yosef, qui se trouvait à la tête du lit. Alors,
Moshe fait une grimace. Alors, je traduis la grimace de Moshe. Il n'a pas de question sur... c'est impossible d'expliquer comme ça. On nous précise où se positionnait Yosef et Yaakov. Donc, il était couché, Yaakov, dans son lit, et Yosef était à son niveau, et il s'est tourné vers Yosef qui était à Rosh Hamita. Alors pourquoi Moshe grimace? Parce qu'il dit, bon, d'accord, c'est intéressant pour un metteur en scène de Hollywood, pour savoir comment ça s'est passé exactement, pour savoir où positionner les acteurs. On a besoin dans le scénario, ouais, pas uniquement les dialogues, mais aussi les positions des acteurs. Mais là, on n'est pas en train de monter un film. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ouais, qu'est-ce que ça nous apprend? Que Yosef était al Rosh Hamita. C'est inutile. Comment? Non, c'était Rosh Hamita, c'est Yosef parce que c'est l'aîné. Qu'est-ce qu'il est fort. Le Maharsha, dans la Gemara Megillah 17b, la Marcomania est en marche, ouais. Donc le Maharsha dans Tet Zayin, non, donc 16, pardon, 16b, 16b, pas 17b, 16b, il rapporte la première explication de Rashi. Rashi donne 3 explications sur la question. C'est quoi Vaishtahu al Rosh Hamita. Ouais. Rashi donne 3 explications. Donc il y a la Bain Mara qui dit c'est quoi? Elle rapporte un enseignement d'un Rav qui dit que un renard, quand il est à son heure de gloire, ça rime, hein, un renard, quand il est à son heure de gloire, ouais, prosternatoire, ça ne sent pas bien en français, devant lui. D'accord? Ta'ala be'idne sagidle. Celui qui fait Rashi, comme la religion nous le conseille, ouais, il a un problème parce que Rashi rapporte des mots en araméen. T'as vu ou pas ce Rashi, Marco? Ta'ala be'idne, ta'ala c'est shoal, le tav s'inverse en chi. Ta'ala c'est le shoal, be'idne be'ito, sagidle, prosterne-toi devant lui. Comment? Pourquoi 3 fois? Non, il y a 3 explications dans Rashi. Ça, c'est la première, et apporte la Gemara. D'accord? Donc, d'après cette Gemara-là, on voit bien que de quoi parle le verset que Yaakov s'est prosterné devant Yosef. La Gemara, en premier temps, elle voulait dire que c'était cet enseignement qu'il faut se prosterner devant le renard. Renard, c'est un animal qui n'est pas hiérarchiquement élevé, le renard. D'accord? C'est une sorte de hybride entre un chat et un chien, un renard. Hein? Oh, c'est pas un animal important, le renard. Ouais. Et donc, c'est ça l'enseignement de la Gemara. Même un renard, c'est pas un lion, c'est pas le roi des animaux. S'il a le vent en poupe, si c'est son heure de gloire, rends-lui hommage. Ne peux pas dire, mais t'es qui toi, Birklal, toi? Ouais. Commence pas à dire, c'est qui celui-là, qu'est-ce qu'il me veut? Dans sa position hiérarchique, ouais, eh bien, c'est ça, c'est le moment où il a le vent en poupe, reconnais ta subordination à lui. La Gemara, au début, elle voulait dire de quoi nous parle cet enseignement, de la fin de la paracha, où les frères de Yosef se jettent à ses pieds, dire nous sommes tes esclaves, comme je vous ai raconté tout à l'heure, nous sommes tes esclaves. Ils ont eu peur de représailles, et nous sommes tes esclaves. La Gemara dit non, c'est pas possible qu'on parle de ça. Pourquoi? Parce que pourquoi on dirait que Yosef, par rapport à ses frères, c'est un renard? En quoi il est inférieur à ses frères? On ne l'aurait pas déterminé comme un renard, qui est quelque chose d'inférieur. C'est pour ça que la Gemara, elle arrivait comme conclusion. On parle donc que c'est Yaakov qui s'est prosterné à Yosef, que par rapport à Yaakov, Yosef est un renard. Vous suivez ou pas? Voilà. Mais par rapport aux frères, il n'y a pas de raison que Yosef soit inférieur. Qu'on appelle ça un renard. Ça, c'est le résumé des propos de la Gemara dans Megillah, Tetzain, Amoudbet. Le Maharsha demande, mais il y a marqué à la Rosh Hamita.
Le Maharsha commence par un M et Marco commence par un M. D'accord? Donc, c'est le couple M&M. Ouais. Et donc, ils répondent, les M, ils disent que Rosh Hamita est une allusion à Yosef. Pourquoi Yosef est une allusion à Rosh Hamita? Marco, pourquoi? C'est pas l'aîné. C'est lui qui était à la tête du lit. C'est-à-dire que tout ce que Yaakov a eu comme enfant, c'était à l'origine pour avoir Yosef. Si vous voulez se marier avec Rachel. Et le premier fruit des entrailles de Rachel, c'est Yosef. Donc, pourquoi maintenant il a une famille, Yaakov? À l'origine, c'était pour Yosef. Et il lui a rendu d'ailleurs le droit d'aînesse que Lavan a pris. Disons que si j'avais compris ta question, j'aurais pu répondre. J'ai pas compris ta question, excuse-moi, Laurent. J'ai pas compris ta question. Il a voulu se marier avec qui, Yaakov? Bon, alors c'est quoi le projet de sa famille? C'est d'avoir des enfants avec Rachel. On lui a mis Léa dans les pattes. Donc c'est qui maintenant? Le projet qui s'est concrétisé, qu'il avait à l'origine, c'est Yosef. Le premier enfant de Rachel, c'est Yosef. Donc je ne comprends pas ta question. Si tu es d'accord avec ça, je ne comprends pas ta question. Donc il est à la Rosh Hamita. Et à Rosh Hamita, Mita? Non, c'est Mita. On lui a mis Léa dans son lit. On lui a mis Léa dans son lit. Il n'a pas choisi Léa. Le premier fruit de son projet de construire une famille, c'est Yosef. Son projet de construire une famille n'était pas avec Léa. Et d'ailleurs, ça a posé des petits problèmes techniques où il n'était pas attaché à elle au début, donc elle a nommé Réhouven, Shimon, Lévi par rapport à ce problème qu'elle se sentait mal aimée. Et comme elle se sentait mal aimée, elle était effectivement mal aimée. Eh bien, c'est pour ça qu'elle a eu plus de bracha que Rachel, parce que Hachem, il est plus proche des gens qui souffrent. C'est comme ça. Donc, tout ça, hein, c'est à cause, c'est grâce à la vanne. En tout cas, après coup, le Rosh Hamita, et d'ailleurs c'est pour ça que Bémet, on voit que Yaakov, il a choisi Yosef en lui donnant la tunique bigarrée, de Passim, parce que c'est son projet, Yosef. C'est ni Réhouven, ni rien, c'est son projet, Yosef. Il a rendu à César ce qui était. Donc Yosef, c'est son projet. C'est pas marié avec Rachel. Uniquement, elle était jolie. Il voulait maintenant continuer l'histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, il voyait dans Rachel la mère de la continuité de la mission abrahamique. D'accord? Très, très bien. Et le Gourarié, le Maharal également, ouais, rapporte. Quand Binyamin, il a eu 10 enfants, un des enfants de Binyamin, il s'appelle Roche. Nous dit le Gourarié, parce que Yosef, il est Roche Hamita. Donc voilà, le Maharsha, on a 3 Mefarshim importants. On a le Maharal, le Maharsha et Marco. Maintenant, on pourrait demander à ces Mefarshim, donc il y a fait on est retombé sur nos pieds, mais c'est Mahanien, c'est-à-dire après coup. Donc on dit, le Passou, qu'est-ce qu'il dit? C'est prosterné devant Yosef. Comment Yosef, il a appelé ici Rosh Hamita? On arrive à comprendre. Léon, tout ça, on s'en est sorti, ouais, on arrive à comprendre pourquoi Yosef s'appelle Rosh Hamita, mais pourquoi la Torah veut l'appeler comme ça, Rosh ici? Ça n'a pas expliqué pourquoi ici la Torah veut l'appeler Rosh Hamita. D'habitude, il avait son nom officiel, Yosef. Changer de nom, alors te dit, appelle-le Avrer, ou appelle-le Tsafnat Pa'anéar, voilà différents noms. Maintenant, il a un nouveau nom qui s'appelle Rosh Hamita. Alors, ce nouveau nom qu'on vient de lui donner, qui est ambigu, parce qu'on a l'impression ici que Yaakov se prosterne devant la tête du lit. Que N, ouais, comme N a pas sous que tu sais, Midepshuto, c'est-à-dire, mais on est en train de dire qu'il s'est prosterné à la tête du lit, mais c'est devant Yosef, qui était là-bas à la tête du lit, et c'est quoi l'intersection des deux? C'est que Yosef, il peut être appelé la tête du lit, mais c'est quoi ce jeu? Pourquoi on fait un message codé?
Ça, c'est notre explication de Rashi. Tu as remarqué ou pas? Est-ce que tu as remarqué que c'est notre explication de Rashi? Il y a 3 explications de Rashi. Première explication, la Gemara dans Megillah. Prosterne-toi devant le renard à son heure de gloire. Deuxième explication, vous ne connaissez pas Rashi par cœur? Deuxième explication étonnante. Comme on dit en italien, incredible, la deuxième explication. C'est que la shrina, elle se trouve au-dessus de la tête du malade. Donc Yaakov s'est prosterné au-dessus de sa tête. Là-bas où se trouvait la shrina. T'entends Marco ou pas? Ça, c'est notre Gemara qu'on a vu dans Shabbat Yudbet. Que de là-bas, on apprend que devant le malade, on peut faire une prière en français. Parce que la shrina, elle est présente. Mais il n'était pas malade, Yaakov. Il n'était pas malade, Yaakov. Tu peux, s'il te plaît, prendre un chumash? Il n'était pas malade, Yaakov, je répète, parce que des fois. Il n'était pas malade, Yaakov, au début de la paracha. Il a vu qu'il prenait de l'âge. Il était en âge. Et après qu'il ait obtenu, il a dit, bon, je suis plus tout jeune. Tiens, prends un chumash. Marco, passe-lui parce que t'es le mur de Berlin entre nous. Il a vu que il commençait à prendre de l'âge, donc il dit, bon, un homme, il faut se préparer. Le Ralbag nous dit de là, on apprend un homme, il faut se préparer, il faut prendre ses prédispositions en temps et en heure. Il dit, voilà, je suis plus tout jeune, il faut que je prépare le moment où je ne serai plus de ce monde. Et donc, je vais demander un service à celui qui est en mesure de faire accomplir cette mission de la manière la plus effective. D'accord? Mais il n'est pas malade. Et après que Yosef a accepté, que Yaakov s'est prosterné, on dit, voilà, ton père est malade, alors Yosef vient avec ses fils pour recevoir la bracha. C'est après ou pas, Moshe? Tu confirmes? Donc, c'est Ma'anienne, l'enseignement que l'Agmara veut tirer de ce passouk-là, il n'était pas malade. Ça, c'est deuxième enseignement de Rashi. Troisième enseignement de Rashi, c'est ce que Jonathan a voulu nous faufiler comme ça, gentiment. Ouais. Un très, très beau midrash. Très, très, très beau midrash que Jonathan comprend très bien dans les mots. On comprend bien le Rosh Hamita. C'est quoi le Rosh Hamita? Là, c'est que Yaakov s'est prosterné devant la Shrina en remerciement à Dieu sur le fait que sa mita, sa couche, était parfaite. Donc il s'est prosterné en vérité. Il n'y a pas marqué les Rosh Hamita. Il n'y a pas marqué Ishtaravu, Israël Ishtaravu, les Rosh Hamita. Il n'y a pas marqué les Rosh. Al Rosh Hamita. Bishvil Rosh Hamita. Pas l'Ifne Rosh Hamita. La troisième explication est très très belle, parce que ça permet d'expliquer. Ouais. Tiens, pose-toi encore une place à côté, Yoav. Comme ça, je vois mes camarades derrière. On n'est pas nombreux, on peut avoir le privilège de tous se voir. Non, non, au milieu, c'est bien, tu pousses les vêtements, voilà. Parce que de toute façon, il fait chaud. Voilà, merci. Il fait chaud. Je voulais voir si vous étiez des durs à cuire. Hein? C'est bon, vous êtes avec moi? Donc la troisième explication, ça permet de répondre à certains points de lecture littérale. Pourquoi il y a marqué al? Il aurait dû marquer les. En ivrite, on dit vaïshtachave, les Rosh Hamita. Quoi? Al Rosh Hamita. Alors ils expliquent les Mefarshim par rapport à ce troisième pshat, et le Rabbeinu Bechaye, le Rehem, etc., différents commentateurs, qui disent non, al, c'est comme si il y a marqué Bishvil. Il s'est prosterné, on ne dit pas devant qui. Rosh Hamita n'est pas le complément d'objet direct. On ne dit pas devant qui s'est prosterné. Ishtachavu Israël.
Alma ou Ishtachave? Sur quel événement il a été Mishtachave? Alma ou Ishtachave? Al Rosh Hamita? Sur le fait maintenant qu'il a Rosh, ils disent les Mefarshim, ça désigne une notion d'élévation. Bessamim Rosh, la meilleure partie des Bessamim. Alors Rosh Hamita, il s'est prosterné sur l'élévation de son lit. Très bien. Voilà. Hein? Alors là, il y a des questions qui fusent de tous les côtés. Heureusement que j'ai un gilet pare-balles. La question qui se pose sur cette explication, et sur la première aussi, l'essentiel de la question, elle est sur l'essentiel de votre question, elle est sur la troisième explication. Arrête, Makara, Arshav. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Sa couche est parfaite. Maintenant, il doit remercier sur ça. Alors Rashi termine ses propos et nous donne une réponse à cette question. Il dit oui, il voit maintenant que sa couche est parfaite. Parce qu'il voit que Yosef est un tzaddik. Un instant, Léon, excuse-moi. Hein, Léon, ça déconcentre. Notre autre question. Donc, quand je finis le développement, je t'écoute avec plaisir. Il y a marqué ici, il y a marqué comme ça dans le Rashi. Ouais. Il dit Rashi comme ça. Davar acher al rosh amita, al she'aita mitato shelema, velo ayaba racha. Il n'y a pas dans ses descendants un racha. Share Yosef melech ou, ve'od nishba leben agoyim, vareu omed betzitko. Donc Yosef, il est Meler, et en plus, il a été pris en otage, en déportation, chez les Goïm, et il est resté tzaddik. Très bonne question. Makara Arshav. D'où il sait qu'il est resté tzaddik? Makara Arshav. Il était chez les Goïm, vendu, comment? Ça, après, hein? Par contre, ça après. Il a compris s'il n'est pas mort, Makara. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Moi, tu es en train de faire preuve de subjectivité. Je suis content que tu fasses ça. Je vois que je suis pas le seul. Ça me rassure. Il n'y a pas marqué qu'il est vendu par ses frères. Il a été vendu en esclavage. Une seconde. Il a été vendu en esclavage. En Égypte, etc. C'était connu ça en Égypte. Maintenant, c'est ses frères, c'est pas écrit. Maintenant, comment il s'est retrouvé là-bas? Alors Caniré, alors qu'il recherchait ses frères, comme son père lui a demandé, il a dû se faire attraper et il s'est retrouvé en Égypte. Ça, il n'y a pas besoin d'être très, très grand philosophe pour comprendre que comment Yosef s'est retrouvé en Égypte, quoi. Les vendeurs d'esclaves, ça tournait et il s'est fait attraper, c'est tout. Mais il ne pense pas que c'est par ses frères, ouais. Il s'est retrouvé. En tout cas, il s'est retrouvé. L'homme échané, le mot Nishba, il a vécu dans un monde hostile aux valeurs de la famille avrahamique et il est resté intègre. D'où on voit ça? La question, c'est d'où on voit ça? Alors, Razak Raymond, ça nous amène à nous reposer. Là, on est complètement enlisé dans les mots. C'est en lisant qu'on est enlisé. Alors, Rosh Hamita, on a oublié en vérité le sujet. On a oublié le sujet de quoi on est en train de parler là. On est en train de parler de quelque chose de très spécial où Yaakov demande à Yosef de l'enterrer en Eretz Kenaan et il sent que ça ne suffit pas de lui demander, il faut le faire jurer. D'accord? Pourquoi c'est tellement compliqué de se faire enterrer en Eretz Kenaan à un tel point qu'il a besoin de faire jurer son fils, Yosef? Les Mefarshim nous disent d'une seule voix, Vadaï que Yaakov n'avait pas de soupçon sur la volonté de son fils Yosef, tant aimé, de vouloir honorer ses dernières volontés. Il n'y a pas de soupçon sur ça. Il ne vient pas le soupçonner. Il n'y a pas de rachad. Le problème, c'est qu'il sait que la mission qu'il attend n'est pas de toute facilité. Pourquoi? C'est quoi le problème d'enterrer Yaakov en Eretz Kenaan? C'est un très, très gros problème. Très, très gros problème. Je vais donner un exemple.
il y a maintenant, je ne sais pas moi, le ministre intérieur en France, il est d'origine portugaise, par exemple. Ouais. On voit sur la photo de famille, tout le monde a la moustache. Donc on voit, il est d'origine portugaise. C'est comme ça. Et ses parents, ils sont venus, ils sont partis du Portugal et c'est des travailleurs. Lui, il était maçon, elle était concierge. Et bon, Hachem, ils ont donné à leur enfant l'esprit du travail et des valeurs, de faire des efforts. Il a fait des études, etc. Il est devenu ministre et il est mort. Ouais. Et il est mort heureux d'ailleurs. Ouais. Il est mort tout gai. Ouais. Et quand il est mort, sa famille le décide de l'enterrer au Portugal. Ça la fout mal. Ça la fout mal ou pas? Il a apporté la bracha quand il est Ça la fout mal. De quoi le ministre des Affaires intérieures? d'accord, il a arrêté la Ça la fout mal, c'est-à-dire, c'est un mépris, c'est une rébellion contre l'Égypte. L'Égypte qui était the number one of the best. C'était l'empire plusieurs fois millénaire, le grenier de l'Afrique, l'armée imbattue, Mamash, donc c'était pour Yosef une aubaine, c'est un nouveau riche, c'est un parvenu, on lui a donné tout. Hein. Mais Macoré, son père, a du mépris pour nous, les Égyptiens. En plus, on n'aime pas trop les Hébreux déjà. Ah, ils sont leur travail, c'est d'être berger. Ouais. D'être berger, les moutons et tout, et eux, c'est leur avodazara, et nous, on mange des moutons, et eux, ils en font une divinité. Donc, on les aime pas trop, ces gens-là, déjà. Et en plus, on a accepté de le mettre au pouvoir. Ouais. Et c'est comme ça, maintenant, qu'il va ramener son père. C'est comme ça qu'il va ramener son père dans son pays. Quoi, c'est pas bien, l'Égypte? Ça manque pas on peut lui faire une petite pyramide, hein. S'il a besoin, on lui fait une petite pyramide, il n'y a pas de problème. Non, mais t'es pas avec moi, Léon, là. On est dans la tête de Paro, on n'est pas dans la tête de Jacob, là. On est dans la tête de Paro, là. C'est ce que Yosef a devant les yeux quand il doit accomplir sa mission. Je dois maintenant faire passer un message pas simple du tout. Ils vont, surtout que les Égyptiens, ouais, c'est pas des gens très, très faciles à vivre, quoi. C'est quand même les pyramides de l'homme. Donc, on sent que Abraham, quand il arrive en Égypte, il n'était pas à l'aise. C'est pas un pays très simple. La Torah nous décrit qu'il y a deux peuples particulièrement pervertis et pourris, c'est les Cananéens et les Égyptiens. C'est pas des rigolos. Donc, c'est pas un mec sympa, paro et tout, avec qui on peut faire un pari. Ouais. Non, faut faire attention. Donc, comme maintenant Yaakov demande à Yosef, en tant que représentant officiel du peuple égyptien et du pouvoir égyptien, Yaakov met Yosef devant un dilemme terrible. Yosef, il pourrait dire à son père, tu sais, papa, j'ai beaucoup de respect pour toi, ouais, mais là, ma mission actuelle, c'est de défendre tes enfants. Ouais. Je ne veux pas me mettre paro à dos. Vous connaissez ce genre de réflexion. Les politicards. Ouais. Ouais. Politiquement correct. Ouais. Faut faire attention ici. C'est bien joli, les enterrements, les trucs et tout. C'est bien mignon tout ça. Mais moi, je suis un homme d'action. Je suis un homme d'action. Et là, après ton enterrement, on va avoir des problèmes. Ça ne vaut pas le coup pour enterrer. De toute façon, Hachem, il t'a dit, hein. Hachem, il a fait une prophétie à Yaakov, qu'il va être ramené en Eretz Kenan. On voit encore une confirmation du message du sire, comment il s'appelle, le rabbin d'Angleterre, qui nous a quittés, le Rav Zaks, qui dit que même quand Hachem te promet, tu dois faire une ishtadlout. Hachem l'a promis et il se bat pour pouvoir être enterré en Eretz Kenan. Hachem l'a promis. Il a dit quand il est descendu en Égypte, t'inquiète pas, tu vas être ramené ici. D'accord? Alors même s'il voit qu'il va mourir, c'est clair qu'il va être enterré là-bas. Maintenant, il ne sait pas s'il va être enterré après 210 ans. Il ne veut même pas, comme Rachid nous
nous précise, il ne veut même pas être, comment dirais-je, pour une petite période enterré en Égypte, parce qu'on va faire de lui, comme il a dit Léon, une avodazara, il risque d'être dérangé dans son sommeil par les plaies d'Égypte, etc. Voilà ce que je viens de dire. En tout cas, Hachem a dit qu'il va monter. Donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle pour ces histoires-là? Après, maintenant, il y a toute une stratégie politique, toute une diplomatie qu'il faudra gérer avec le pouvoir égyptien qui est très orgueilleux et qui se sent au-dessus de tout, quoi. On va l'enterrer là-bas. Donc, si Yaakov, si Yosef avait subi les influences égyptiennes, il aurait placé sa vie politique, sa relation avec les Égyptiens au-dessus de l'obéissance à la parole de son père. Et on voit dans le verset que Yosef n'a même pas hésité. Et ce n'était pas un abruti, Yosef, c'était un chacham. Il savait très bien les répercussions du choix qu'il allait prendre ici. Il n'a même pas fait montrer qu'il a eu la moindre hésitation. Donc il a compris à ce moment-là, Yaakov, que Yosef était bel et bien, c'est-à-dire qu'il est plus attaché à sa famille qu'à sa position honorifique actuelle. Il reste attaché à la maison de Yaakov intégralement. Il n'a pas été abîmé ni par le fait qu'il était esclave et ni par le fait qu'il a été suivi aux influences égyptiennes et ni par le fait qu'il est devenu Méler. En étant esclave et devenant Méler, tu as tellement de gratitude que tu peux en oublier ton passé et dire maintenant je dois vivre comme je dois vivre, hein. On m'a abandonné, je me suis débrouillé par mes propres moyens, faut que je m'en sorte, c'est bien joli tout ça, mais moi je reste à la tête d'un pays. Tu es influencé quand maintenant tu étais esclave et tu es devenu, tu as souffert et tu es arrivé à un nouveau poste, tu ne veux pas le perdre, tu ne veux pas le perdre. C'est lui qui l'a fait descendre. Il a une responsabilité. C'est lui qui a fait descendre quoi? Son père. Il est parti chercher son père. Regarde, tout est beau, tout est joli. Je viens maintenant vous nourrir, mais je ne vais pas me faire destituer parce qu'il faut continuer à vous nourrir là. Ton enterrement, c'est bien. On va s'occuper des morts plus que des vivants. Je peux vous expliquer de manière très logique et très cohérente, tout au moins l'hésitation qu'aurait pu avoir Yosef s'il était attaché un petit peu à la vie qu'il est en train de mener aujourd'hui. D'accord? Et d'ailleurs, il l'a vu tellement de tzaddik, qu'après, quand il a vu Ephraim Ménaché et qu'il a eu un roi Hakodesh, que de là va sortir des Réchem, il a eu un choc, Yaakov. De cet homme tellement intègre, vu les épreuves qu'il a connues, comment va pouvoir un jour sortir mi-ailé? C'est tes enfants, ceux-là? Il était étonné. Parce qu'il a vu dans Yaakov, dans Yosef un tzaddik. Yosef un tzaddik. Et donc, il a vu que sa mita, elle était shlema. Et pas uniquement qu'elle était shlema, al rosh amita. Il est le rosh amita. Il a eu des épreuves qu'aucun de ses frères n'ont eues. Et il a eu des épreuves comparables à lui. D'être sous l'influence toute sa vie de Esav, de ne pas être abîmé, d'être en esclavage chez Lavan, et de ne pas être abîmé. Tariag mitzvot, garti, tariag mitzvot, shamarti. Ouais. Et puis après, on voit même qu'il est arrivé de l'esclave à l'homme riche. Après, il est devenu très puissant, ça ne lui a pas tourné la tête. Il est resté fidèle à ses valeurs, d'accomplir la mission d'Abraham et de Yitzhak. Donc, quelque part, il voit qu'il est le Rosh Amita. Il continue à perpétuer la descendance fidèle d'Abraham et d'Yitzhak. Par cela. Vous me suivez ou pas? Revenons à la première explication que Rachid nous apporte. Rachid nous rapporte comme première explication la Gemara dans Megillah Tet Zayin Amud Bet 16b, qui dit qu'il s'est prosterné devant le renard à son heure de gloire, prosterne-toi. Alors sur cette Mara, on a une question. Il aurait dû se prosterner la première fois qu'il voit. Pourquoi c'est maintenant qu'il se prosterne? Ça fait presque 17 ans maintenant qu'ils se sont rencontrés. Ouais. Vous entendez ou pas?
Ça fait presque 17 ans qu'ils se sont rencontrés ici. Pourquoi c'est que maintenant qu'ils se prosternent? Par rapport à la notion de la couche parfaite, on comprend que c'est que maintenant qu'ils se prosternent. Parce que là, il l'a mis devant un examen. C'est un examen de savoir est-ce qu'il était plus attaché à l'Égypte ou attaché à la parole de son père. Donc, il avait devant lui un examen. Donc là, il voit que sa mitaille chez les mains. Mais par rapport au fait qu'il faut se prosterner parce qu'il est le roi, la première rencontre aurait dû être la bonne. Et là, on voit que Yosef tombe dans les bras de Yaakov et Yaakov ne réagit même pas. Vous comprenez ou pas? J'essaie de vous construire un schéma compliqué. Un schéma compliqué. Oui, parce que quand maintenant Yaakov ne répond pas, hein, Rashi rapporte Razal qui est en train de faire le schéma. C'est quoi cette histoire? Il a trouvé que ça à foutre? C'est comme étonnant. Demande les Mefarshim. Il attendait tellement ce moment-là, quoi, l'heure du Kriyat Shema est arrivée, ça pitom à ce moment-là. Et si c'était l'heure du Kriyat Shema, Yosef, il l'a pas fait. Ah, il dit, je vais mourir. Ouais, Chazak. Tellement l'émotion a été forte que. Ouais. On va proposer une autre explication, Nathan, qui est moins bonne, mais que j'ai vu écrite. Que ici, le problème, c'est que il a un amour pour son fils naturel. D'accord? Il y a toute cette ambiguïté avec Rachel aussi. Il avait un amour pour Rachel, pas uniquement parce qu'elle allait être la mère de ses enfants. D'accord? Il aimait Rachel. Il aimait Rachel. Alors pourquoi il l'aimait? Il a vu en elle une force, c'est elle qui s'occupait des moutons, celle qui scie, etc. Donc, il avait la force de Esav qui lui pendait au nez. Il sentait que Rachel elle avait de la trempe. Et Bémet, elle a donné Rachel au monde Yosef, qui est l'opposant officiel de Esav. Il a une force, Yosef. Il a une force, Yosef. Et ce qui se passe, c'est que il y a l'amour naturel. C'est problématique, l'amour naturel. L'amour problématique, c'est-à-dire ça peut nous détourner des fois. Et Hachem, d'ailleurs, il a éduqué Yaakov à aimer ces femmes parce elles vont être les génitrices du programme d'Abraham. Donc, il a fait aimer Léa en étant mère d'Israël pour compenser le déséquilibre. Avec Rachel, il y a un amour naturel, mais il a aimé Léa, pourquoi? Parce qu'elle a apporté la majorité du Ham Israël. Rachel n'a rapporté que Yosef et Binyamin, qui sont deux Shvatim conséquentes, comme on a expliqué la semaine dernière, très important. Et donc, pour Yosef aussi, il avait un amour naturel. Il lui ressemblait, on a dit, ouais. Physiquement, il lui ressemblait. Dans ses événements, il lui ressemblait. C'est le fils de sa femme tant aimée qui n'est plus là, ouais, qu'il a perdu trop tôt. Il n'y a plus maintenant, il a perdu aussi Léa, mais il a une souffrance particulière et ça fait longtemps qu'il n'a pas vu. Donc, tout ça, c'est des paramètres qu'il a un amour, on va dire, humain envers son fils. Ouais. Mais il sait que c'est pas bien. Il sait que c'est pas bien. Il ne faut pas que son fils sente une subjectivité qu'il est aimé par favoritisme, parce qu'il lui ressemble, etc. Un père doit montrer à ses enfants qu'il les aime, ouais. Mais s'ils ont un bon potentiel, il doit les montrer qu'il les aime dans Torah et Mitzvot. S'ils n'ont pas beaucoup de potentiel, il doit les aimer malgré tout. Un amour inconditionnel. Mais s'ils ont un bon potentiel, il doit faire comprendre que le vrai bonheur que le père souhaite à ses enfants, c'est l'accomplissement dans Torah et Mitzvot. S'ils ont le potentiel. S'ils ont des difficultés, des traumatismes, des trucs, il ne faut pas leur faire croire qu'on les aime que s'ils font Torah Mitzvot, parce que Chaz Shalom, ça ne va pas les aider à avancer. Chaz Shalom. Lo alenu kazé. Mais quand maintenant quelqu'un a un potentiel, alors pour l'encourager, on doit sentir que notre amour grandit encore plus quand on le voit accomplir la mission. Donc, il ne voulait pas témoigner de l'agneau parce qu'il ne savait pas encore si le Yosef qu'il allait rencontrer, c'était Youssouf ou Yosef. Et on voit que
puisqu'on parle de Youssouf, c'est lui qui a ouvert Yamsouf. Ouais, donc c'était un Sef. Et comprenez ou pas? Donc il ne savait pas, donc il a voulu donc ne pas se détourner, Yaakov, de son amour des valeurs. C'est son amour des valeurs que Yosef a dû rencontrer, et pas Yaakov, son père, qu'il aimait charnellement. Donc il a rencontré un père qui aimait Hachem, pour ne pas être détourné vers son amour de son fils inconditionnel, qui n'est pas lié à son niveau spirituel. Vous suivez ou pas? Le schéma, c'est l'amour d'Hachem. Maintenant, donc il ne s'est pas prosterné devant le roi, parce que Yaakov ne fait pas de Khanifout. Il ne va pas se prosterner devant un roi rachat, même si c'est son fils. Se prosterner devant un roi, c'est bien. Mais s'il est rachat, puisque c'est son fils, il n'est pas obligé, parce qu'il ne craint pas de représailles de son fils quand même. On doit se demander, mais pourquoi il s'est prosterné, Ribono Shalom? Pourquoi il a besoin de se prosterner? Que les frères aient besoin de se prosterner devant Yosef pour exprimer leur subordination. Tu n'as plus rien à craindre de nous, on est tes esclaves. On comprend là-bas pourquoi il se prosterne. Mais pourquoi Yaakov a besoin de se prosterner? Non, ça c'est très mystique ce que tu dis. Il est toujours resté avec Hachem. Alors c'est ce qu'on essaie d'expliquer maintenant. La première fois, donc il ne s'est pas prosterné devant Yosef parce qu'il est le roi, et il faut se prosterner devant le roi du Maroc. Quand on doit se prosterner devant le roi du Maroc, parce qu'on dépend de lui, il y a un Karatatov qui s'occupe de nous, etc. Mais là, le père, par rapport à son fils, c'est compliqué de se prosterner devant un fils. Ouais. Et donc, s'il n'y a pas de bonne raison, Yaakov ne l'aurait pas fait. Pourquoi Yaakov l'a fait? Déjà, il ne peut pas le faire si c'est rachat. Donc là, il a vu maintenant que c'est un roi. C'est quoi Yosef est un roi? Le roi, ouais, dans la religion juive, c'est quoi le roi? C'est l'homme qui se maîtrise. Moler alatzmo. Pourquoi Yosef est devenu Meler al-Mitzraïm? Parce que Yosef, il a maîtrisé l'influence égyptienne. D'accord? Bien qu'il était dans le tourment, bien qu'il était en plein ouragan, bien que son bateau allait chavirer, et que son espoir de s'en sortir, c'était le Poutifar, au fond. Ouais. Il aurait pu tomber dans les griffes de cette femme-là. On voit qu'il a la maîtrise. Il a, grâce à l'image de Jacob, il est au-dessus de l'Égypte. Il est au-dessus de l'Égypte. Comme s'il se maîtrise face aux influences égyptiennes, il est devenu roi sur l'Égypte. Tu comprends ou pas? Pour être roi sur quelque chose, il faut soi-même être maître de quelque chose. Abraham Avinu qui incarne la maîtrise de ses 248 membres, ouais. Alors Kulam imlichu oto, on voit que les goïms l'ont royautisé, l'ont couronné. Toute notion de roi, c'est notion de maîtrise. C'est clair ou pas? Et même si le roi, ouais, tombe, il se relève. Il a une maîtrise. Celui qui n'a jamais fauté, c'est facile de se maîtriser, quelque part. Mais Yosef, il a fait des erreurs avec ses frères. Ouais. Yosef, il se faisait tout beau. Ça a attisé les griffes de Poutifar. Il dit bon, yallah, j'en ai marre, je fais trop de bêtises, je me laisse aller. Ouais. La maîtrise, c'est quelqu'un qui est devant le ravin et il reste rabbin. Mais il s'est rapproché du ravin. Mais il reste rabbin. D'accord? Yosef Hatzadik, ce n'est pas l'homme qui n'a jamais. Il a eu des glissades, mais il a su se maîtriser. Et Yehuda, c'est beaucoup plus que Yosef. C'est Yehuda, Mamash, il a commis l'erreur de vouloir vendre Yosef. Yehuda est marqué Vayered Yehuda. Vayered, il est descendu, Mamash, Yehuda. Yehuda, il est Mamash descendu. Il s'est marié avec une femme que la Torah nous appelle une Canaanite. Ouais. Et on voit que ses enfants, ils sont morts parce qu'ils étaient vraiment dans une dépravation morale. Ouais. Et après, il a été avec Tamar. Ouais. Et malgré tout, au moment où il était tout en bas, il se sentait nul. Imagine, vous savez, c'est qui Yehuda? C'est pas n'importe qui. Donc, après tout ce qu'il a fait, ouais, par rapport au niveau qu'il a brisé la famille, il a brisé le cœur de son père. Ouais, il a enlevé à son père son fils. Il a vu le deuil dans lequel il l'a mis. Il a compris qu'Hachem l'a puni. Tu as enlevé un fils à, comment dirais-je, à ton père. J'en t'en prends deux. Avec Ribit. C'est une gneva. Il a fait une gneva, pas une zéla.
Il a fait une gneva, il a volé en cachant. Donc c'est une gneva, il y a Kefel. On lui a enlevé 2 fils. Et pas vendu en esclavage. On a enlevé Mamache. Parce que tu as fait croire qu'ils sont morts. Bon, d'accord. C'est pas de problème. Parce qu'en enlevant à Yaakov Yosef, c'est que tu enlèves le fait qu'il croit qu'il a raté sa mission de mettre au monde le peuple juif. Ce n'est plus le père du peuple juif. Ben, je t'enlève aussi ta fonction de père. Je t'enlève tes enfants. Eux, ils n'ont pas voulu donner la descendance. Donc, Mida Keneged Mida. Mida Keneged Mida. Et il vient maintenant, comment dirais-je, tout en bas de l'échelle, tout en bas de la déprime. Et Tamar lui fait un petit signe et il se maîtrise. Il y avait un Beddin avec son père, ses frères, l'Archouma, et il se maîtrise. Ça, c'est la maîtrise. Donc, comme on a vu la maîtrise de Yehuda, il sait se maîtriser dans les épreuves de la vie, c'est un roi. Parce qu'un roi, il fait toujours des erreurs. Il y a ceux qui font rien, qui font pas d'erreurs. Un roi, il fait toujours des erreurs. La force du roi, c'est de faire des erreurs, mais de garder des valeurs. Se maîtriser dans les erreurs. Ça, comment? Ah bah oui, il a dit elle a raison plus que moi. C'est ça la maîtrise. Au moment de l'erreur, il l'a quand même fait. Non, c'est de ne pas tomber plus bas. Il a reconnu, il s'est mis dans une position d'humiliation terrible que je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous aurait eu la force de faire ça, de reconnaître qu'elle a raison. Mais c'est ça la maîtrise. Il n'est pas passé à l'acte. Il est quand même été avec Tamar avant. Alors, tu n'as pas suivi le sujet parce que je n'ai pas été clair, je reprends. On parle que la maîtrise, c'est après la faute. Dans la vie, des fois, on a le vent en poupe. Excusez-moi, j'essaie maintenant de transmettre un message, j'essaie de vous le répéter. Le plus dur dans la vie de se maîtriser, c'est quand on se sent nul. C'est là où commence la notion de malchoute, c'est quand on se sent nul. D'accord? Quand on se sent nul. Yosef, on expliquait ce matin, c'est celui qui s'éloigne de la faute. C'est Yesod. Il s'éloigne de la faute. Mais Yehuda, c'est le Meller, il est dans la boue, le Meller. Il doit s'occuper de tous les problèmes matériaux, les problèmes de la vie morale du peuple juif, etc. Il doit faire des guerres, il doit tuer des gens, il est entouré de richesses, de femmes, de ci. Donc, il est amené à zigzaguer. Comme un homme politique. Comme on dit, Yosef, il est mort plus jeune que ses autres frères, à 110 ans, parce qu'il était roi. Et sur 110, Tisna et Tarabanout, fuit le pouvoir, parce que le pouvoir t'éloigne d'Hachem, et cet éloignement t'éloigne de la vie. Donc Yehuda aussi, le pouvoir éloigne d'Hachem, c'est pour ça que le roi, il a un Sefer Torah à son bras. C'est pour ça que le roi, il n'a pas le droit, il est limité à un certain nombre de femmes, et limité à des chevaux, un autre juif, il a le droit d'avoir plus de femmes que le roi et plus de chevaux. Il n'y a pas de problème, un autre juif. Mais le roi, il a tellement de prédisposition à fauter qu'il a des barrières en plus. Et donc, il faut que, face à la chute presque inévitable pour un roi, avoir cette maîtrise. Cette maîtrise. De ne pas tomber plus bas, il y a des lignes rouges qu'on ne dépasse pas. Et ça, Yehuda l'a prouvé. Yehuda l'a prouvé que dans l'épreuve, de Tamar, il a prouvé une puissance morale que je souhaite à chacun d'entre nous. Alors qu'il a été avec elle. Il a raconté à personne, C'est l'archouma totale, quoi. Il lui reproche d'avoir eu une vie morale dissolue. Et c'est lui qui a réuni le Beddin pour la condamner parce qu'elle a été avec un homme. Voilà. Donc il pourrait dire non, on ne va pas la condamner, etc. On va trouver une autre punition, mais il n'est pas obligé. Il peut se rendre compte et ne pas la tuer, d'accord? Mais il peut le faire de manière politique ardente. Et bon, en fin de compte, Gematria de Tamar, c'est la date, donc c'est pas sa date où elle doit mourir. Donc j'ai réfléchi, on va lui donner Avodat Sherout, truc. Et d'ailleurs, ça donnait de ses enfants Sherout, la descendance. Ça sera Sherout, sa descendance. Vous suivez ou pas? Et qu'est-ce qu'il dit? Il ne fait pas un petit traloued. Le roi qui fait le traloued. Non, elle a raison, c'est moi qui ai fauté. Attends, mais sans hésiter. Elle lui dit le message, il répond direct. Donc on voit que, et ça c'est un message pour nous terrible, Jonathan, c'est que des fois on s'accorde certaines régressions spirituelles quand la vie va mal. On n'est pas en bonne santé, chas shalom, les enfants nous cassent la tête, la femme dévoile sa vraie face.
le portrait craché de sa mère. Ouais. Non, ça c'était pour Léon ce message. Et tu comprends ou pas? Et dans ces difficultés de Shambaï, d'éducation des enfants, de santé, de Parnassa, un mec, il va des fois manquer d'honnêteté, il va des fois regarder des choses qu'il ne devra pas regarder, parler d'une certaine manière, il se laisse aller. C'est facile d'être bien poli, organisé, tzaddik, quand tout va bien. Ça, c'est pas un Meller. C'est pas un Meller. Ça prouve pas une maîtrise. Quand est-ce qu'on dit quelqu'un il maîtrise bien sa voiture? Quand il fait de 230, ouais, qu'il a du verglas, d'accord, et qu'il a une remorque avec des verres en cristal, ouais. Ça, c'est une maîtrise. Mais quand il est mec, il a sa 2 chevaux, ouais, il fait du 30, que même l'autostoppeur, il a le temps de descendre pour noter le numéro d'immatriculation, ouais. Bon, ça s'appelle pas de la maîtrise, tout va bien. Vous comprenez ou pas? Le roi, il a besoin d'être maître. La manière que Yosef a prouvé sa maîtrise, parce qu'il était au plein milieu de l'ouragan. Ouais, c'était pas simple. C'était pas simple. Il a été, donc les représentants officiels du judaïsme, les descendants de Jacob, l'ont renié. Il va encore rester fidèle aux valeurs de la Torah. Il pourrait se dire, attends, c'est ça la Torah. C'est ça la Torah. Alors, ce que j'ai fait, j'écoutais mon père, j'obéis à mon père d'aller, c'était super loin, hein. De Hebron à Dothan, c'est super loin. Regardez sur le plan, c'est super loin. Il est à Beersheba jusqu'à Dothan, c'est super loin. Super loin, c'est énorme comme route qu'il a fait. J'obéis à mon père à ce qui m'arrive. Et maintenant, j'ai la possibilité d'ascension sociale avec la femme de Poutifar, de trucs, etc. Il a 17 ans, il est jeune. Il y a un grand Yetzer Hara. Donc lui aussi, il avait une déprime religieuse. Ouais. Alors que j'accomplissais la volonté de mon père, regarde où je suis arrivé. Comme l'histoire de Elisha ben Avouya. Le gosse qui veut faire Kivouda Ben et il meurt. Il dit, c'est ça, Zetoras Rara, il a pété un câble. Ou Kafar Beikar. Alors Yosef, on aurait pu imaginer aussi, c'est Zetora Zusrara. Maîtrise. La maîtrise est toujours dans l'épreuve, quand ça va mal. Quand ça va bien, c'est facile d'aller à la tfila, d'étudier, etc. Quand tout va mal, il faut venir plus tôt à la tfila, il faut ajouter des heures de Torah. Il dit non, mais attends, mais Hachem, ce qu'il me fait, c'est là où on voit qui tu es. Revenons au sujet. Donc, il a voulu se prosterner devant un Meller. Chez Malach Alatzmo. Tant qu'il n'a pas vu qu'il a gardé les valeurs de Yaakov, malgré l'influence éphistème, malgré sa position de Meller qui détourne des valeurs de Yaakov. Meller, ça détourne des valeurs de Yaakov, d'être Meller. C'est le politiquement correct, c'est pas le moral correct. D'accord? Alors, il dit ça, c'est un Meller. Déjà, en temps de Ishtachave devant Meller ou Meller. C'est un Meller qui en vaut la peine. Mais pourquoi il a besoin de se prosterner devant lui? Pourquoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de se prosterner devant lui? Alors, j'ai vu dans l'Écouté Sichot du rabbi de Lubavitch, il répond la chose suivante, ça sert à quoi de se prosterner devant lui? La Gemara nous dit que prosterne-toi devant un renard, ouais, à son heure. Il dit pourquoi on le compare à un renard? Il va expliquer. Pas par rapport à Yaakov, forcément, c'est un renard, Yosef. Par rapport à Paro. Yosef se sentait renard par rapport à Paro. Il doit tout à Paro. Ouais. Il a fait preuve d'intelligence pour arriver à ce poste-là, comme un renard. Ouais. Alors, c'est bien entendu Hachem qui l'a accompagné, qui lui a fait des nénissimes, etc. Mais face à Paro, on voit que c'est un Tarham. C'est le Raham, c'est Jacques Attali, le renard, qui arrive proche des gouvernants, etc. Ouais. Ça reste un juif, mais c'est un renard. D'accord. Et donc, Yaakov veut donner de la force à Yosef. Tu n'es pas un renard, tu es un Meller. Tu es un Meller. Béni Ayakar, tu es un Meller. Maintenant que j'ai vu qui tu es, la force que tu as, toi, tu es un Meller. Paro, ce n'est pas un Meller. Toi, tu es un Meller. Non seulement tu maîtrises le monde goy dans lequel tu as été plongé, ouais, mais tu maîtrises la Torah que j'essaie de te transmettre. Toi, tu es un Meller.
Il a essayé de le renforcer en adoptant avec lui une position de Melech pour lui donner les forces d'aller jusqu'au bout de sa promesse, d'aller demander que Yaakov puisse être enterré en Eretz Canaan. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas ici maintenant? Je reprends. La question était, pourquoi il a besoin de prosterner? Qu'est-ce qu'il gagne en se prosternant devant lui, Yaakov? Pourquoi on compare ça à quelqu'un qui se prosterne devant un renard? Il dit, quand on se prosterne devant un renard, c'est pour lui donner l'impression qu'il est un lion. Non, tu n'es pas un renard, tu es un lion. Yosef, naturellement, avait un sentiment d'infériorité face à Paro. Ouais. Il doit tout à Paro. Paro, c'est le roi d'Égypte. Lui, il a réussi de manière miraculeuse d'arriver là où il est, mais il lui doit tout. Etc. Non, c'est pas que tu dois tout. Tu dois tout à Kadosh Baruch Hu, et tu restes dans ta position d'obéissance à Kadosh Baruch Hu, à ta Melech. Tu es un représentant du Melech Haolam, à ta Melech. Donc je me prosterne devant toi, et quand je me prosterne devant toi, je me prosterne devant la Shrina aussi. Tu incarnes la Shrina. Là, on va essayer de faire le shalom avec les deux pshatim. Quand il se prosterne au Yosef, il se prosterne aussi à la Rosh Hamita. Yosef, il représente le tête de la famille, ça c'est le projet originel. Yosef, il représente la Mita chez les mains, que la souche, elle est parfaite. Pourquoi la souche, elle est parfaite? Que même Yosef, qui a été plongé dans une situation incroyable, on voit que l'éducation que Yaakov a donnée à ses enfants était à l'épreuve des balles. C'est que chacun, il a une épreuve. Il y a Yehuda avec son épreuve, il a tenu bon. Ouais. Il y a Réhouven avec son épreuve, il a fait tchouva. Ouais. Et il y a Yosef, il ne savait pas ce qu'il allait devenir, il a une épreuve tout à fait différente. Ouais. Et ben, il a une avoda particulière qu'il a remplie de manière parfaite. Il reste complètement attaché à la maison d'Israël. Ils ne sont pas du tout égyptiens. Il y en a qui expliquent, il y a un balai Tosfot qui explique c'est quoi le Rosh Hamita. Hein. C'est que quand Yaakov il est sorti de chez lui, ouais, après ses 14 ans dans la yeshiva de Shem Ve'ever, il s'est retrouvé comme ça dans la nuit, et il avait 12 petites pierres qu'il a mis sous sa tête. Et à son réveil, c'était une seule pierre. Donc il a eu une prophétie que ces 12 enfants vont rester une unité, vont incarner de manière complémentaire l'unité d'Israël. Vous me suivez ou pas? Shlomo, tu me suis? Et donc, il y en a qui veulent expliquer ça, Rosh Hamita. Ça lui a rappelé le Rosh Hamita. Son roche qui était sur le mita qu'il avait lorsqu'il est sorti de chez lui. Quand il a vu qu'Yosef fait un avec les autres petites pièces, il al-Rosh Hamisha. Donc, al-Rosh Hamita, il s'est prosterné devant Akadosh Baruch Hu par rapport au Nes qu'il y a eu, que sauf ces 12 petites pierres en sont devenues une. Un balai Tosfot inconnu. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, donc vous comprenez pourquoi il a besoin de se le prosterner devant lui? Pour lui donner, c'est maintenant Yaakov qui vient couronner Yosef, tu es le roi. Tu t'es comporté comme un roi. Mon fils, je te regarde comme un roi. Quand un père il regarde son fils, c'est un roi, et que c'est pas Zarma. Ouais. Mon fils, qu'est-ce que tu es intelligent, t'es beau, Stam. C'est pas du pipeau. C'est Bémet. Je vois en toi, par rapport à ta réalisation, tu es quelqu'un de grand. C'est ça qui va donner à Yosef la force d'aller jusqu'au bout de son projet. Mais même, et on va voir plus loin dans la paracha, que quand Yosef va faire la demande, il ne demande pas à Paro directement, il fait preuve de diplomatie. Le Rav Hirsch, il dit, c'est quoi la diplomatie? C'est quand tu viens faire une demande à quelqu'un qui est susceptible, qui refuse, c'est mieux de ne pas lui demander directement. Parce qu'après, la relation est très gênante. Quand tu demandes un service à quelqu'un et qu'il refuse, après, on a du mal à rester dans une même pièce sans avoir des fourmis aux pieds. Donc, quand maintenant tu demandes un service à quelqu'un, demande par un intermédiaire. Dis voilà, il a un problème, lui, tu ne veux pas l'aider, etc. Et tout. Et l'autre n'est pas susceptible de savoir qu'il y aura un refus. Donc, ça, au niveau diplomatique, c'est plus facile à demander ce genre de choses. Et c'est plus facile aussi à supplier. Parce qu'il y a marqué Daberna. On voit il y a une supplication ici.
Yosef, dans sa position, c'est pas facile de se mettre à genoux devant Paro. C'est pas matim. Il doit garder toute sa dignité. Paro, voilà, mon père, etc. Donc, il va demander à des intermédiaires qui, eux, pourront, ouais, comment dirais-je, dire non, c'est très important pour lui. On sait c'est quoi son père, on sait c'est quoi ses restes, comprends-le, nanana. Toute cette plaidoirie va être plus facilement réalisée par des intermédiaires que par Yosef lui-même, qui, dans sa position digne, ne peut pas trop insister. C'est oui ou non. La plupart des Mefarshim n'expliquent pas comme ça. La raison, je reprends. Il y a une question dans le Passouk. Pourquoi Yosef n'a pas demandé directement à Paro et qu'il a pris la cour, qui sont eux-mêmes ses subordonnés, pour demander une telle chose? La réponse du Rav Hirsch, hein, c'est que c'est par diplomatie. Comme il sait que cette demande-là est compliquée et qu'elle risque d'être rejetée, ouais, donc première tentative, on va le faire par intermédiaire. Peut-être que ça va être rejeté par intermédiaire, peut-être que ça va intervenir par la suite. On va faire une première tentative, ouais, on va tâter le terrain. D'accord? Ça, c'est l'explication de Rav Hirsch. Et ça explique bien les mots, pourquoi il dit Daberna, Bosné Paro, hein? Bosné Paro, Yacholot, c'est qu'ils lui ont dit à voix basse. Parce que c'est gênant quand même que Paro refuse. Donc on veut aussi par Kavod laisser à Paro la possibilité de refuser. Des fois maintenant, quand tu demandes à quelqu'un qui sont obligés d'accepter, des fois comme il est lourd, il refuse. Et quand tu demandes gentiment, s'il te plaît, tu n'es pas obligé, nanana. Donc tu arrives à le sensibiliser et le faire accepter. Mais si tu le mets dans une situation où la situation l'oblige à accepter, des fois, par entêtement, il va refuser. Béosné paro, il est marqué. Donc il veut l'expliquer à voix basse comme ça. On met tous les outils diplomatiques, ouais, en place pour que cette demande puisse être agréée. C'est bon? La plupart des commentateurs n'expliquent pas comme ça. Ils veulent dire un enseignement que Yosef était en deuil de son père et on ne vient pas devant le roi en tenue de deuil. On voit avec Mordechai. Il y a beaucoup de parallèles entre Yosef et Mordechai. Ouais. Il y a beaucoup, je l'ai déjà fait ce cours-là, beaucoup de parallèles entre Yosef et Mordechai. Et il était en tenue de deuil et on l'a fait se changer pour aller devant Achashverosh. Donc on s'était pas. Et lui n'avait pas fini son deuil parce qu'on n'a pas encore enterré son père. Donc on ne vient pas devant le roi en tenue de deuil. Donc il n'a pas pu aller devant lui. D'accord? Ça, c'est l'explication de la plupart des commentateurs. Moi, j'ai préféré celle du Rav Hirsch, puisqu'il y a marqué Daberna. On voit une notion de supplier. Pas qu'il y avait un problème de destin. Elle est compliquée à demander, cette demande-là, comme on l'a expliqué. Parce que ce n'est pas au kavod de l'Égypte. Ça ne vient pas honorer l'Égypte. On enterre le père du roi dans son pays d'origine. Il ne se sent pas bien chez nous. Donc, c'est pour ça qu'il a eu besoin de prendre des intermédiaires. Ça renforce l'explication qu'on a dit au début. Vous me suivez ou pas? Bon. Maintenant, il y a encore un point à expliquer. Ouais. Hein? Ishtachu et pas Ishtachavé, le Even Ezra, il ne comprend pas. Il dit c'est bizarre, il n'a pas de réponse au Even Ezra. Ouais. Maintenant, moi j'ai une idée personnelle. Je n'ai pas eu le temps de vérifier si quelqu'un avait eu la même. Israël, ça représente Yaakov, mais ça représente également toute la famille. Ouais. Comme on dit les Bnei Israël. Et quand on dit Ishtachu Israël, al Rosh Hamita, c'est-à-dire que si Yosef n'est plus dans le programme, a refusé sa mission, si Yosef a refusé sa mission et il est devenu égyptien, Youssouf, ouais, eh bien, tout est remis en question. Hein. Tout le programme est remis en question. On a besoin maintenant de 12 facettes de perfection humaine. Si vous pouvez répondre au téléphone en dehors du Beth Midrash, ça me ferait plaisir. Donc, on a besoin des 12 facettes. On a besoin des 12 facettes de perfection humaine pour qu'il y ait un reflet de perfection divine. D'accord? 12 facettes de perfection humaine pour qu'il y ait un reflet de perfection divine. Un homme ne peut pas incarner la grandeur divine. Ouais. Une tribu peut incarner sous toutes ses formes une qualité. Et 12 tribus, 12 qualités. Sous toutes ses formes, parce que c'est différentes familles, donc c'est différentes nuances. Et on voit dans notre paracha d'ailleurs que à la fin des brachot que Yaakov a donné à ses fils, il dévoile la spécificité de chacun. Donc ils ont un travail chacun à réaliser. Et à la fin, il est marqué ou virer et kol béné Israël. Rashi demande au nom du Midrash pourquoi il a béni tous les béné Israël. On a bien compris, parce qu'on a la liste. On a la liste des 12. Pour dire que toutes les qualités qu'il a dévoilées dans chaque tribu, elles existent dans chacun d'entre nous, mais elle est prédominante par rapport à notre tribu. C'est-à-dire que même si on n'est pas descendant de Yehuda, on a cette malchoute un petit peu en nous.
Même si on n'est pas descendant de Yosef, on a cette Shmirat Habrit en nous, de lutter contre les influences des femmes. Même si on n'est pas descendant de Issachar et Zevulun, on a cette volonté d'aider la Torah ou d'étudier la Torah en n'ayant pas honte d'être aidé financièrement, etc. Toutes les valeurs qui ont été développées, elles sont intensément accomplies par chaque tribu, mais elles existent chez chacun des individus du Ham Israël. Mais c'est quoi ma locomotive? Alors moi j'appartiens à Yosef, ça c'est ma locomotive. Mais il y a plein de petits wagons où j'ai un peu de Issachar, un peu de Zevulun, un peu de Yehuda, un peu de Lévi, un peu de Cohen, un peu de trucs. Vous me suivez ou pas? Donc, petit rappel. En tout cas, si Yosef s'est déconnecté de la mission, tout Israël est démantelé. Tout Israël est démantelé parce qu'il s'il manque une facette, d'accord? S'il manque une pièce dans le moteur, la voiture ne roule plus. Vous suivez ou pas? Donc, Ishtahu Israël, tout Israël s'est prosterné devant le Rosh Hamita. En plus, c'est la tête du projet. Ouais. On est subordonné à lui. Si lui, il n'est plus dans le projet, alors tout Israël est remis en question. Donc, quand Yosef a prouvé qu'il était plus attaché à sa famille qu'à sa fonction royale et à sa position professionnelle, Ishtahu Israël, à le Rosh Hamita. C'est pas que Yaakov, c'est toute la descendance de Yaakov qui se prosterne devant Yosef. Pourquoi? Pas devant Yosef. Yosef en tant qu'élément de la pierre, en tant qu'élément de la famille. Yosef est réintégré dans la mission, donc tout Israël renaît de ses cendres. C'est clair ou pas? T'as rien noté, Léon? Comment tu vas faire pour te rappeler de tout ça? Marco, comment tu vas faire? Noter un petit peu? Il n'y a pas un autre paramètre aussi par rapport à Yosef, c'est que Jacob demande d'être enterré avec Léa et pas avec sa mère. Donc, il insiste aussi pour lui dire que malgré tout, oui, bon, ça, les Mefarshim en parlent. Ça, c'est un autre problème de Ishtahu. Là, tu es dans un autre problème quand il insiste. Oui, elle est morte là-bas. Pourquoi il parle de ça? Alors, c'est la réponse. Moi, ce n'est pas dans ce passage-là qu'on parle de ce sujet. Maintenant, il y a une dernière explication que je n'ai pas expliquée, c'est la number 2. C'est quoi cette histoire que la Shrina, elle est au-dessus de la tête du malade? C'est quoi cette histoire? Il n'était pas malade. Qu'est-ce qu'on parle d'ici? Quel rapport avec le sujet? Quel rapport avec le sujet? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici, cette explication? C'est Chazal qui donne cette explication. Que Ishtahu, al Rosh Hamita, on va de là, la Shrina au-dessus de la tête du malade. Ce n'est pas une question sur Rachid, c'est une question sur la Gemara qui nous enseigne cet enseignement de là. Yudbet. Alors déjà, il faut comprendre, c'est dire quoi? La Shrina, elle est au-dessus de la tête du malade. Alors le Maharal donne deux explications. Le Maharal donne deux explications pourquoi la Shrina, elle est au-dessus de la tête du malade. Allô? Silence. C'est un réveil pour ça. Donc, à la Rosh Hamita chez la Choli. Donc, c'est marrant comme histoire. Yaakov se prosterne au-dessus de la Shrina qui est au-dessus de lui. Qu'est-ce qui se passe quand on est malade? Lo allez-nous. Quand quelqu'un est malade, qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe deux choses. Il y a déjà ce que l'homme ressent et ce que Hachem fait pour lui. Un homme, par définition, quand il est en bonne santé, il oublie qu'il dépend d'Akadosh Baruch Hu. Il se lève le matin, Modéani, il fait sa petite prière, il mange, il travaille, il marche, il court. Le cœur, Baruch Hashem, fait son travail, le foie, les reins, les poumons, ouais, les muscles, les stimuli, Akol Zorem. Tellement ça marche bien qu'on oublie que notre corps, c'est pas nous. C'est un véhicule en vérité. Ouais. On s'identifie même à notre corps. On a l'impression qu'on est même éternel. On se voit même pas. On envisage. Quand on est malade, on est plongé dans deux réalités bien particulières. Ben, on se sent déjà qu'on n'est plus autonome, quoi. Le médecin dit voilà, ce truc-là marche plus. Oh là là. Alors comment je vis encore?
Ben justement, vous voulez vous demander comment vous vivez encore. Ben on comprend bien que c'est Hachem qui le fait vivre. Tu comprends pas? Quand quelqu'un est malade, il a la shrina au-dessus de sa tête. C'est-à-dire qu'il a la conscience, ouais, avec une grande lucidité, que nous, on a tous la shrina au-dessus de notre tête. Pourquoi elle n'est pas là? Parce qu'on l'oublie. Qu'est-ce que au-dessus de ma tête? Mes auréoles, ma couronne, j'ai l'impression que c'était moi. Il y a mon reflet au-dessus de moi. Mais quand maintenant quelqu'un il a des problèmes, ouais, réels de santé, et qu'il sent que son corps ne fait plus son travail, donc il réalise que quand il est en vie, quand il est encore en vie, il est maintenu en respiration artificielle par Akadosh Borou, Birvodo Beatzmo. Donc il a lui-même dans sa tête la shrina au-dessus de lui. D'accord? Deuxième explication du Maharal. Quand quelqu'un il ressent sa dépendance à Akadosh Borou, il se sent tout petit, il n'a aucune autonomie, il sent que Hachem fait tout. Hachem, il est proche des gens, ouais, qui se sentent inexistants. Comme on voit mon cher Rabbeinu, Anav Mikol Adam, on dit mais Kimi, mais Afardal. Hachem, il vient relever ceux qui sont dans la poussière. On voit qu'Hachem, il était proche de Léa parce qu'elle souffrait. Il est proche de l'Almana, de la veuve, du Yatom, de l'orphelin, des pauvres, d'Al. Hachem, il est proche des gens qui souffrent. Pourquoi? Parce que comme ils souffrent, ils sentent leur dépendance à Kadosh Baruch Hu. Donc ces deux explications sont complémentaires. Celui qui est dans la maladie sent sa dépendance à Hachem, et donc Hachem, puisqu'il se sent proche d'Hachem, Hachem, il est proche de lui. Donc, vous me suivez ou pas? Donc, il a besoin d'une shmira d'Hachem. Lui, il a besoin d'une shmira d'Hachem particulière, et il reconnaît qu'il a besoin d'une shmira, d'une protection divine. Donc, Hachem, il est proche de ceux qui ont conscience de leur dépendance à la protection divine. C'est bon? Quand Yaakov doit demander ce service à Yosef, il se sent comme un malade. Il se sent comme étant un malade. Son enterrement, pour lui, est comparé à un malade. Ça ne dépend pas de lui. Il peut décider d'être enterré quelque part, ça ne dépend pas de lui. Il se sent complètement dans une situation de précarité, il est dans une certaine faiblesse. Il ne faut pas être malade. On a expliqué que le malade représentait, par définition, celui qui sent que sans Hachem, il est mort. Ça, c'est le malade. On devrait tous ressentir ça. Mais bon, Hachem, on n'est pas déprimé. Donc, on ne sent pas comme quelqu'un il dit, bah voilà, je pense que, je vous dis au revoir les amis, qu'est-ce qui se passe? Je pense que je vais mourir bientôt. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as 35 ans, je ne sais pas, je sens que je vais mourir. Ouais. Normalement, quelqu'un de normal ne sent pas qu'il va mourir. Ouais. Alors déjà, comme Yaakov, dans le Pshat, on voit qu'il sent qu'il va mourir, même qu'il n'est pas malade. Donc, il sent proche d'Hachem. Mais ce n'est pas cette idée-là que je veux dire ici. C'est que quand maintenant, tu sens que tu n'es plus maître de ta destinée, ouais, tu sens vers qui tu dois te tourner quand tu n'es plus maître de ta destinée. Vers Hachem. Quand maintenant, Rashi m'apporte cette deuxième explication, que la shrina, elle est au-dessus du roche du malade. Ça veut dire que le malade, il sent que ce n'est pas le médecin qui le guérit, ce n'est pas les médicaments qui le guérissent. Quand maintenant il remercie, il peut faire Zarma de remercier le médecin, mais lui, il remercie Hachem qu'au-dessus de sa tête. Baruch Hachem, il fait comme ça, il lève la tête, Baruch Hachem. Il sait très bien que les médicaments, quand il prie maintenant, il ne prie pas que l'infirmière vienne. Il prie Hachem qu'au-dessus de sa tête. C'est lui qui le maintient en vie. D'accord? Quand maintenant il demande un service à Yosef, Yaakov ne veut pas être pris dans le Yetzer Hara de croire que Yosef a le pouvoir de faire quoi que ce soit. Azumishtarave les roches amita. On aurait pu s'attendre qu'il s'est mishtarave à Yosef. Et là serait renforcer en lui l'idée et le sentiment qui dépend de Yosef pour ne pas se laisser prendre par ce sentiment de dépendance à Yosef dans ce moment-là où il ne pourra plus rien faire, il sera mort. Et que seul Yosef pourra faire accomplir
sa volonté d'être enterré en Eretz Canaan, il ne veut pas se prosterner devant Yosef. Quand tu es devant le médecin, ne se proteste pas. À ce moment-là où tu sens que le médecin il a le médicament miracle, tu dois lever les yeux, les roches amita. Ne pas te laisser avoir par le contexte qui te laisse croire que celui qui est devant toi, c'est celui qui t'aide, c'est celui qui est au-dessus de toi qui t'aide. Donc cette explication, nous apprend que là, contrairement à ce qu'on a dit précédemment, il ne vient pas se prosterner devant Yosef, parce qu'il représente la famille pleine, ou devant Yosef, parce qu'il lui rend service, et que c'est un roi. Là, c'est mamage devant Hachem. Et ça vient de complémentaire que, bien que Yosef est content, Yaakov est accompli de voir que Hachem a permis d'avoir une famille entière, etc., que Yosef, il est tzaddik, etc. Mais ça, Chakol, tout ça, il sait que ça vient que d'Hachem. Si maintenant, dans cette situation actuelle, il voit que tout vient d'Hachem, donc il sait très bien que sa couche, elle est parfaite, ça vient aussi d'Hachem. Que Yosef, il a pu tenir ça, ça vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. On a besoin de ce pirouche-là. Pourquoi c'est pas Yosef, c'est un mec très fort. Hachem a aidé Yosef. Hachem a aidé Yehuda. Hachem a aidé Réhouven. À ce moment-là, je prends conscience que tout vient d'Hachem et ça fait faire un flashback sur toute ma vie. Il remet à Hachem ce qu'est Hachem. Tout vient d'Hachem. Et le malade, c'est le cas, comment dirais-je, ressenti, flagrant, où on sent qu'on dépend d'Hachem. Mais en vrai, ça devrait être tout le temps. Ça devrait être tout le temps, mais on ne le ressent pas. Et quand on ne le ressent pas, donc on ne sent pas qu'on a besoin de protection divine. Donc Hachem, il ne vient pas être particulièrement présent dans notre vie. Quand quelqu'un il sent qu'il a besoin de protection, Hachem, il vient. Donc il a le Rosh Hamita. Et Yaakov, il sentait ici, maintenant qu'il a besoin, il n'y a que Hachem qui a pour l'aider. Parce que même si Yosef promet, il y a Paro qui peut refuser. Et même si Paro accepte, il y a encore les autres peuples qui vont s'opposer. Il y a peut-être Esav qui va s'opposer. On va voir dans les Midrashim toutes sortes de freins possibles. Et on voit après que quand maintenant la délégation elle arrive, il y a des peuples qui voulaient se battre contre eux. Ils ont vu la couronne de Yaakov, ils ont associé leur couronne. Et après, il y a Esav qui veut venir, il a été décapité. Donc on voit que c'était un enterrement très compliqué. Pourquoi il a pu se réaliser? C'est pas grâce à Yosef. On voit que Yosef, ça ne suffit pas. C'est pas grâce à Paro, ça ne suffit pas. On voit après encore d'autres étapes qui rendent difficile cette réalisation. Mais ce qui a permis, sauf que ça se réalise, c'est grâce au fait que je regarde que là-haut. Je regarde ni Paro, ni Yosef, ni mes fils, ni rien. C'est que Hachem. C'est bon? Donc on a les trois explications de Rashi. Et c'est ça, le Rosh Hamita ici, c'est Kepshuto. Il était Mishtachave, à celui qui est au-dessus, à Hachem qui est à le Rosh Hamita. Dans le bon sens. Et puis après, on dit Acharef Varimaele, il est avec Hacholet. Le fait qu'il ait demandé au CF, ça l'a pas rendu malade. Je sais pas. Peut-être. Moi, je me suis arrêté là dans mon étude. La suite de la paracha, je vous la laisse. Je ne sais pas. Je n'ai pas fait tous les mefarshim, tous les midrashim, contrairement à ce verset, donc je ne peux pas vous éclairer. Dans Hashem, Shabbat Shalom, Sheni Brihim, Vetluim B'Hashem Tamid.